Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carter et Piston, dont voici le sommaire. Du sport, du fun et de la glisse avec la Ducati Hypermotard 698. Un gros comparatif BMW où s'affrontent les 3 GS disponibles au catalogue, 800, 900 et 1300. Le mois dernier, nous vous présentions la Kawasaki Z500. C'est à présent sa sœur sportive, la Ninja 500, que nous allons vous faire découvrir. La Morini X-Cape 650 est une moto peu connue. Nous vous la présentons en détail. Fini les petites cylindrées pour l'essai suivant, nous vous présentons l'Harley-Davidson Street Glide. Évolution, motorisation, ergonomie, on vous dit tout. Comme chaque mois, un petit tour de l'actu s'imposera, de même que les fameux bruits de paddock. Pour terminer, nous mettrons en place 2 concours avec notamment la possibilité de gagner 10 places pour assister aux 8 heures moto de Spa qui auront lieu les vendredis 7 et samedi 8 juin. Venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock. Motostore, c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. Venez découvrir nos nombreux 2 roues de stock. Nouveauté, découvrez notre concession moto Honda, Motostore Condro, route du Condro 10 à 4550 Nandrin, près du célèbre rond-point des Vaches. Bonjour Jonathan. Bonjour Arnaud. Bonjour Thierry. Bonjour vous deux. Bonjour Thierry. Comment ça va? Pas trop fatigué? Bah écoute, un petit peu. Ouais. Ouais. Le week-end a été chargé, un peu de trial, un peu beaucoup. Donc un peu des crampes, mais c'est normal à mon âge. Un beau week-end de course. Un beau week-end de course. On en reparlera. Ouais. Jonathan, eh bien, on est ici chez Bruxelles Motor Store Yamaha, dont tu es le directeur. Donc c'est une concession exclusive Yamaha qui n'est pas née d'hier. Non, mais bienvenue chez Bruxelles Motostore. Merci. Qui initialement, c'est une concession qui s'appelait Ball & Schmitz Moto, née dans les années 80, début 80. Et donc qui a eu un virage en 2015 avec une nouvelle reprise, de nouveaux administrateurs. Et donc voilà, une vieille boutique, mais avec un sang jeune, un sang neuf. Qui a toujours été Yamaha. Qui a toujours été Yamaha. Et que non, pas que. Il y a eu donc 2 périodes où on était multimarque, avec Ducati dans les années 90 et KTM dans les années 2000. D'accord. Donc voilà. Et pourquoi le choix de devenir monomarque? C'est Yamaha Motor Benelux, Yamaha D'Ieteren Sport à l'époque, l'importateur, qui nous avait proposé un projet de pilote shop au niveau européen. D'accord. Et donc d'imposer un petit peu, de montrer un petit peu les standards d'une concession Yamaha pour le réseau européen. Ouais, c'était un honneur en fait. Et donc oui, effectivement, on a reçu de l'aide de Yamaha pour ce faire. On était une dizaine de concessions européennes à jouer le jeu, à essayer de prendre une nouvelle direction au niveau du marketing de chez Yamaha en Europe. D'accord, parce que vous avez une architecture assez particulière tout en longueur. Alors ça c'est très particulier, ça c'est propre à une concession telle que la nôtre, donc c'est effectivement un petit peu atypique. On est plutôt sur des grands showrooms qui sont tout de plat. Ici on est sur 2 niveaux, avec une partie technique à droite, une partie showroom à gauche. Donc c'est vrai que quand on rentre, on a un peu cet effet surprise de voir la profondeur de la concession. Et donc, on est en ville. On est en plein centre. On est en plein centre-ville, donc les mètres carrés, ça compte ici. Exactement, oui, tout à fait. On est là. Tout ce qu'on peut gratter, on gratte au niveau de l'organisation. C'est pas toujours évident. Non. Bon, écoute, on va avoir l'occasion de parler Yamaha, évidemment, pendant toute la durée de l'émission. Et on va présenter les différents essais, parce qu'il y a du taf ce mois-ci. Oui, il y a de quoi. Vous allez vous régaler, je vous l'annonce de suite. Écoute, on va commencer tout de suite, on ne va pas tergiverser. Tu as essayé la Ducati Hypermotard 698 dans un essai un peu particulier, parce que c'était très sportif. Très sportif, c'est le cas de le dire, oui. On a été invité sur un circuit
de kart supermotard, enfin un circuit un petit peu bon à tout faire, mais qui était au centre d'un ovale qui se trouve en Hollande, à Vanré, et c'était très particulier. On vous montre ça tout de suite. Bonjour et bienvenue en Hollande. Nous sommes ici à Vanré. Alors je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Vanré, enfin bref, on est en Hollande. Et on est plus particulièrement au Raceway Vanré, qui est en fait un ovale assez particulier en macadam. À l'intérieur de l'ovale, il y a une piste qu'on va qualifier de karting. Enfin en tout cas une piste qui permet d'essayer. Et voilà, donc on a été invité aujourd'hui par Ducati, comme vous l'aurez constaté. Et en fait, eh bien, cette fameuse Hypermotard 698, eh bien, pourquoi je l'ai mise là? C'est tout simplement parce que ça et ça, c'est la même chose. C'est un gros jouet. Alors ça, c'est un gros jouet pour adultes, ça c'est un gros jouet pour enfants, mais c'est un gros jouet, c'est vraiment fait pour s'amuser, c'est une moto ultra fun. Elle n'a pas usurpé son nom de Hypermotard, alors c'est un concept qui existe déjà maintenant depuis quelques années, parce que c'est eux qui l'ont lancé. D'ailleurs, quand ils ont lancé l'Hypermotard, la 1100 à l'époque, le bicylindre AR, eh bien j'ai acheté la version en SP, avec les suspensions Öhlins, et c'est une moto que j'ai gardée pendant 1 an et avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir. Alors elle a été déclinée toujours en bicylindre 2 fois, et en fait cette fois-ci ils ont amené en fait un monocylindre. Donc la recette du moteur elle est relativement simple, à savoir qu'en fait c'est tout simplement le 1299, le dernier bicylindre qui s'appelle la Panigale 1299, qui a été amputé d'un cylindre, donc ça devient un monocylindre. Alors pour quand même garder un comportement, avoir moins de vibrations, il y a un double arbre d'équilibrage dans ce moteur, et je dois avouer que le résultat est très convaincant, à savoir que cette moto, alors évidemment c'est un monocylindre, il faut essayer de rester au-dessus de 4000 tours minute parce que sinon ça tape un peu en bas, des choses tout à fait normales, mais par contre ce moteur, franchement, je l'ai trouvé très convaincant et au final, relativement souple pour un mono, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc en fait ce 698, donc ce fameux 1299 coupé en deux, c'est un moteur qui est quand même très performant pour un monocylindre. Je pense que il est vraiment dans le top des monocylindres en termes de puissance, parce qu'on parle de 75 chevaux quand même. Alors il y a une ligne Terminioni non homologuée malheureusement, qui permet de dépasser les 80 chevaux, mais ça reste une option, et je me répète, c'est non homologué. Alors ce qui est vraiment génial avec cette moto, c'est que le package électronique ressemble très fort à une Supersport, une Hypersport, comme une Panigale. Donc vous avez de l'engine brake control, donc le contrôle de frein moteur, vous avez le wheelie control, vous avez le traction control, et ils ont rajouté des fonctionnalités qui sont vraiment propres au Supermotard, à savoir que l'ABS qui est développé par Bosch est paramétrable sur 4 niveaux. Et en fait, vous avez le niveau 1 où en fait, tout simplement, vous n'avez plus du tout d'ABS sur la roue arrière, donc vous pouvez vraiment rentrer en glisse. Sur le niveau 2, l'ABS vient, vous freinez de l'arrière, ça fait des glisses, des petites glisses, et puis l'ABS vient rattraper pour vous éviter une chute. Donc ça, pour les gens qui veulent commencer à faire un peu de glisse sur une moto, c'est génial parce qu'en fait, ce système vous le permet.
Et ça, c'est plutôt une innovation, voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est Ducati. Bon, alors ce matin, on a roulé sur le circuit de kart. Enfin, oui, c'est un circuit de kart. J'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, pour la première fois, j'ai roulé en supermotard. Donc, ce matin, l'instructeur m'a vu rouler et il m'a dit, écoute, tu es complètement à côté de la plaque. Et effectivement, je roulais avec mon style, je vais dire, de pilote de vitesse. Et globalement, j'étais fort sur l'arrière, alors qu'il faut être complètement sur l'avant, vraiment s'asseoir très en avant, mettre la jambe à l'intérieur du virage et vraiment baisser la moto, ce qui est en fin de compte tout simplement exactement l'inverse de ce qu'on doit faire en conditions de piste avec une sportive. Donc j'ai dû m'adapter, mais franchement c'est convaincant. Une fois qu'on s'y met et que vraiment on apprend à utiliser ce style de pilotage, eh bien c'est franchement plus efficace et c'est pas pour rien que c'est la technique de pilotage du supermotard avec la jambe bien en avant et tout le corps sur l'avant. Comme je vous le disais en début, eh bien évidemment en fait c'est un peu un gros jouet parce que c'est évidemment pas une moto pour voyager, certes, mais c'est quand même une moto qu'on pourrait utiliser au quotidien. Pour changer, cet après-midi, on est parti sur la route, on a fait une belle boucle sur la route. Alors certes, c'est sûr que les routes en Hollande sont vraiment pas très convaincantes, c'est tout plat, ça tourne pas, il y a plein de carrefours. Bon, certes, on a roulé, mais bon, globalement, c'était quand même sympa de rouler. Et surtout, c'était intéressant de découvrir cette moto dans un usage que je vais qualifier de quotidien. Se balader, aller faire des courses, aller chez des amis. Et en fait, la moto s'y prête aussi. Donc en fait, elle a un peu deux visages. C'est une moto qui est tout à fait utilisable. Si vous mettez les modes road ou des modes qui sont moins agressifs, eh bien, c'est une moto qui se comporte bien et qui est, pour un monocylindre, je trouve franchement souple. Mais alors une fois qu'on débranche, alors ça c'est un petit peu le jeu, c'est que avec tous ces modes, il y a moyen de jouer et encore jouer. Bon, ça j'invite les gens à tester. Si vous avez de l'électronique sur vos motos, utilisez-la, testez. Il y a trop de gens qui, ah oui, on m'a dit, il faut mettre ça sur 3, on m'a dit ceci, cela. Faites le test, changez les valeurs, c'est ça qui va vous faire comprendre votre moto et c'est ce qui a été le but de ce matin, c'était de comprendre la moto, les assistances et ceci, et donc on a beaucoup joué avec. Alors pour finir, bien évidemment, on a terminé avec l'ABS en mode 1, donc absolument plus d'ABS sur la roue arrière, ce qui permettait de faire des belles glisses au freinage. Et forcément le wheelie control, lui on l'a viré, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de faire des petits wheelings. C'est évidemment un engin à wheeling et la moto, elle est faite pour ça, il n'y a rien à faire. C'est une hypermotard, elle a vraiment l'ADN d'un supermotard et donc je me suis beaucoup amusé. Bon, mais en fait, cette présentation a été organisée par Ducati Benelux, ici en Hollande. Alors la présentation internationale a déjà eu lieu, donc certains connaissent la moto, mais c'était vraiment super de pouvoir l'essayer sur un circuit de karting qui a servi de circuit de supermotard et de vraiment pouvoir juger de l'agilité incroyable de cette moto. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est hyper fun, c'est vraiment une moto qui donne envie. Alors j'avais peur que le monocylindre soit un peu rébarbatif, et ben non, ce monocylindre est vraiment bien foutu. Il est juste parfait. Ce matin, nous avons roulé sur le circuit de kart avec ce modèle-ci, qui est donc la version RVE. Alors, qu'est-ce que comprend le pack RVE? Eh bien, en fait, c'est tout simplement le kit couleur, les jantes qui sont peintes à 50%, et quelque chose de non négligeable, c'est le quick shifter, qui est franchement, en utilisation supermotard, vraiment utile. Cet après-midi, on a roulé sur la version de base qui n'a pas de quick shifter. Une fois de plus, bon, moi personnellement, ça ne me choque pas du tout. Ces quick shifters sont bien, mais quand on les a pas, c'est très bien aussi. Et je persiste à penser que sur la route, c'est pas spécialement tout à fait nécessaire. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai passé une journée très fun. Hein, ça c'était clair, on le sentait. Et donc le plaisir est bien au rendez-vous. Ce modèle est réussi, le moteur est réussi, le fun est vraiment au rendez-vous et voilà, je n'ai plus qu'à remercier Ducati de nous avoir invités à cette présentation et de surtout nous avoir donné l'occasion de tester ce modèle en conditions supermotard sur un circuit, c'était vraiment génial, merci à eux. Conclusion, c'est que voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu comme derrière moi, c'est un grand jouet qui peut aussi devenir aussi un moyen de déplacement, mais c'est avant tout un vrai beau gros jouet et je peux vous assurer qu'on prend beaucoup de plaisir à son guidon.
Moi, je vous laisse ici. On se retrouve dans un prochain essai. Et n'oubliez pas, on se répète beaucoup, mais c'est important. Surtout, s'il vous plaît, commentez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Commentez, alors pas juste, on vous demande de commenter, c'est surtout pour interagir avec vous et surtout n'hésitez pas à poser des questions et à nous lancer des défis ou des sujets. Et comme ça, on peut partager ensemble un petit bout de chemin et c'est ce qu'on essaye de faire avec vous. Donc à très bientôt pour un nouvel essai et gaffe sur la route. Bon, ben voilà pour cette Ducati, tu t'es bien marré quand même. Oui, c'était vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. T'es pas tombé? Non. Non, non, c'était bien et en fait j'ai vraiment dû me forcer à utiliser ce style de pilotage de supermotard. J'avais déjà fait du supermotard, mais en utilisant toujours des techniques comme beaucoup de vitesse, donc on déhanche, on met le genou. Ça marche aussi, mais c'est quand même moins efficace. Et finalement, une fois que j'ai pris le pli d'utiliser ces techniques, parce qu'on avait un professeur sur place, comme vous l'aurez constaté, eh bien c'est vrai qu'on prend plus de plaisir. Alors c'est une technique qui est à l'inverse absolu de la vitesse, parce qu'il faut au freinage se laisser avancer le plus fort possible. Pour délester l'arrière. Ouais, alors que là, normalement, tu te mets en arrière. Enfin, c'est le monde à l'envers, donc il a fallu un peu de temps pour s'adapter. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et on provoque la glisse avec la boîte ou avec le frein? Avec le frein. Et maintenant, donc, ce fameux ABS Bosch, ils ont paramétré un mode d'ABS. Alors, ou bien on a le mode 1 où en fait la roue arrière n'est tout simplement plus du tout assistée par l'ABS, donc on peut faire toutes les glisses qu'on veut. C'est le mode que j'ai utilisé parce que le mode intermédiaire, c'est un mode qui permet à l'ABS de tolérer la glisse. Mais quand même, il n'y a rien à faire, ça te rattrape assez rapidement et il faut vraiment arriver vite, déjà prendre de l'angle et freiner très fort pour que l'ABS tolère. Alors, ça tolère des petites glisses. Je crois que c'est bien pour quelqu'un qui n'en a jamais fait de se tester et faire des micro-glisses comme ça et puis d'essayer de le débrancher, de passer en 1 et rentrer en glisse. Voilà. Bon, il n'y a pas de risque de high side. Non. Non. Enfin, il y a toujours un risque, hein, soyons clairs. Hein. On a toujours dit que ces systèmes ne sont pas des anti-chutes. Oui, ça se saurait. Oui. Enfin, c'est le retour d'un bicylindre. Et ça, c'est assez... Un monocylindre. J'ai dit quoi? Un bi. Ah, pardon. Donc, c'est effectivement, c'est bel et bien le retour d'un monocylindre. Donc, c'est tout simplement le 1299 qui a été coupé en deux arbres d'équilibrage pour rendre tout ça doux. C'était relativement doux. Et donc, ben, c'est une architecture moteur assez peu commune, on va dire, puisque vous avez encore des monocylindres, vous, dans la gamme, à part les crosses? Non, c'est terminé. Chez nous, c'est du bicylindre. C'est le cheval de bataille, entre guillemets, de la marque actuellement et de pas mal de constructeurs, je pense. Oui, le dernier gros mono qui est dans la concession, c'est l'éclaté du 500 XT qui est rien. Non, quand même pas. On est sur les XT660 en 2004 avec des déclinaisons Trail, Supermotard et Adventure avec la Ténéré 660. Mais donc, depuis, maintenant, c'est passé sur une nouvelle génération de moteurs en 2014 où on n'a plus que du 125 en monocylindre. Oui, ce qui est un peu logique. Voilà. Bon, on va rester dans le bicylindre. On reste dans le bicylindre avec un comparo assez particulier parce qu'en fait, on a décidé de vous proposer un comparatif BMW avec les 3 GS qui sont au catalogue, à savoir la 800, la 900 et la 1300. On a voulu un petit peu les comparer, comprendre le quoi, le pourquoi, le comment, et on regarde ça tout de suite. Bonjour à tous, nous voici, comme vous pouvez le constater, sur un gros comparo BMW avec 3 modèles différents, 3 GS. Alors effectivement, les vrais noms c'est R et puis la cylindrée et puis GS. Bon, ici on les appelle GS. Alors vous avez la 800 qui est à ma droite, la nouvelle 1300 qui est là et bah, aussi la nouvelle 900 qui est à gauche. Et donc on fait l'essai aujourd'hui avec Thierry et une invitée qui est Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Alors, c'est bien, on est vraiment content d'avoir Myriam parmi nous, à savoir qu'on voulait avoir un avis féminin
En plus, Myriam est une connaisseuse, donc elle a vraiment de l'expérience et elle va un petit peu nous expliquer quelles sont ses sensations. Tous les trois, je trouve qu'ils sont des bonnes motos. Ça roule bien. Même que ce sont des gros cylindrées et qui sont puissantes, ça ne donne pas l'impression à la conduite. La 800, c'est la moins préférée des trois que j'ai essayé aujourd'hui. Je la trouve au niveau du gaz un peu nerveux, mais honnêtement au niveau d'embrayage, de boîte, c'est assez régulier, ça roule plutôt bien et c'est surtout la plus basse entre les trois. Moi je suis assez grande, je m'adapte sur toutes les motos, mais la 800 je trouve que c'est la plus adaptée à des petits gens. Et aussi au niveau de position, pour la conduite, c'est très agréable. Ça reste assez proche, le guidon, tout est facile accès, du coup... Ok. Et puis tu as sauté sur la 900. Puis j'ai sauté sur la 900. Moi, je me sens déjà tout de suite plus à l'aise. Elle est nettement plus haute que la 800. Pour moi, c'est très agréable. Par contre, c'est ce que j'ai remarqué. Par exemple, la position de conduite réelle, c'est déjà différente puisque le guidon, je le trouve plus déporté en avant. Donc ça suggère déjà une conduite plus type enduro, où on est plutôt debout de temps en temps. Par contre, au niveau de l'alimentation de gaz, d'embrayage, la boîte, je la trouve beaucoup plus souple, beaucoup plus irrégulière et le moteur, bien sûr, un peu plus agressif, comme elle a plus de chevaux. Ok. Donc, et bon, alors tu as quand même aussi essayé j'ai essayé la toute 1300. grosse sœur, voilà. Ouais. Très étonnant parce que c'est quand même une moto plutôt lourde, mais à la conduite, je ne sens pas de différence par rapport à la 800 et la 900. J'ai un ressenti un peu bizarre au niveau de l'embrayage, mais à part ça, parfaitement maniable. Bizarre quoi? Ouais, j'allais dire. Bizarre comment? Bizarre, je trouve qu'il attaque un petit peu trop loin. Oui, c'est vrai qu'il attaque plus loin que les deux autres, c'est Voilà. vrai. Ouais. Mais du coup, ça permet aussi de pouvoir faire des fautes et la moto qui corrige. Ceci dit, quand tu as la moto d'une semaine, tout ça c'est oublié. Hein. Ah non, ben oui, bien sûr. Il faut, chaque machine est sa machine. Bien sûr. Un tout petit peu s'adapter Tout à fait. au véhicule. Ok. Ouais. Bah écoute, intéressant. Et toi, mon Titi? Mais moi j'ai plus rien à dire, je m'en vais, elle a tout dit. Allez, bonne fin de journée. Bon, sans blague. Non. C'est toi qui Ouais. les connais le mieux, Oui. puisque tu les Alors, as... moi j'étais à la présentation de la 1300, donc je la connais bien. Pour avoir encore roulé avec depuis, vous pouvez vous référer à l'essai du mois d'octobre au moment de la sortie de la moto et vous aurez tous les détails, tout ce qu'on a pensé de cette 1300. La 800 est un modèle 2024, donc elle est vraiment toute nouvelle. La 900, je ne la connaissais pas non plus. Alors, visuellement, on va parler un peu design, je trouve la 900 très réussie. C'est vraiment une très très belle moto. Elle a un petit look rallye raid avec son pare-brise comme ça. Ouais. Au niveau confort, j'ai bien aimé la 800 parce que la selle est très confortable. Par contre, elle manque dans cette configuration-là totalement de protection. On prend tout dans la tronche, donc ça demande une option d'entrée de jeu d'un pare-brise haut qui existe, j'imagine, en option chez BMW. Sur la 900, il y en a bien. oui. Ouais. Sur la 900, en tout cas ici, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas encore l'idéal. C'est où? Forcément. Ici. Ici. Alors, c'est un petit joke entre nous, parce qu'il se fout de moi, en fait, et de mon accent liégeois, chaque fois que je dis ici. Ici. Voilà, ici. Donc, je reprends sur le pare-brise. Alors ici, on a un pare-brise réglable. Donc là, il n'y a pas de problème. On sait l'adapter, évidemment, comme on veut. Il y a des ouïes latérales qui permettent d'évacuer le flux d'air vers l'extérieur. Alors, cette moto est disponible en A2, la 800, elle est disponible en A2, donc ça, il faut quand même le souligner. Ouais, c'est important. On est à 11 000 et des euros, oui, 11 000 et quelque chose en prix de base, on est à 14 000 et des, et on est à 21 200. Mais ça, c'est vraiment sur un choix peut-être budgétaire. Par contre, en termes de maniabilité, il faut savoir que ces trois motos se tiennent dans un écart de 10 kg. Donc ils ont fait un gros effort sur la 1300. 10 kilos? Oui, on est à 228 kg, on est à 218 kg et 222. On est environ dans ces eaux-là. Et donc franchement, c'est assez étonnant d'avoir la 1300. Elle est très maniable, elle est beaucoup plus fine qu'avant. Mais bon, ça, on l'a déjà dit. Alors laquelle pour qui? Je crois que je reviens sur Myriam, sur la vie de Myriam. Peut-être
entre guillemets, un public un peu plus féminin, parce qu'en général, elles ont besoin de motos un peu plus basses. Oui. Toi, tu fais 2,20 m, hein, c'est ça, à peu près. Moi, je fais 1,75 m. Mais voilà, oui, Donc, toi, tu n'as pas de problème, tu as des Non. très grandes jambes, donc pas de souci. évidemment. Les amateurs d'off-road, à mon avis, trouveront leur bonheur ici, d'autant plus qu'il y a un pack qui permet d'avoir des suspensions Showa et des pontées de guidon beaucoup plus haut. Et pour la 1300, ben, tout dépend de ce qu'on va faire avec sa moto. Si on fait de la route, ceci est presque un roadster. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud. Elle s'est clairement abaissée et donc c'est devenu un peu un truc hybride. Enfin, la version de base, celle-là, elle est beaucoup plus basse qu'avant. Elle est plus facilement déplaçable à l'arrêt. Hein. Et c'est une moto qui, je trouve, s'est rapprochée d'un roadster. Oui, je suis d'accord avec toi. Mmh. Celui qui veut faire de la piste, ben, il va aller chercher la rallye. Et là, il aura ce qu'il lui faut en termes d'équipement sur une moto qui fait de l'off-road. Oui. Maintenant, on est tous bien d'accord que c'est 3 trails et que 90% de ces motos ne voient jamais un morceau de gazon. Oui. Ça, Oui, on est bien d'accord. Oui. on est bien d'accord. Hein. Donc, en général, on monte une bordure place Flagey pour aller manger le thé. Mais c'est en général tout ce que ces motos font. Et il y a toute une partie de pur et dur qui les mettent dans la boue et qui leur font subir les derniers outrages. Donc, voilà. Moi, je trouve que chacun trouvera peut-être son bonheur. Mais en tout cas, 3 très bonnes motos. Okay. Vraiment. Alors, j'ai une question pour Myriam. On ne parle pas de budget. Si tu peux en choisir une, Laquelle? voilà, tu choisirais laquelle pour toi? La 900? La 900. Ok. D'accord. Et toi, Arnaud? Bon, alors je vais donner maintenant mon avis, qui est un peu décalé par rapport au vôtre, parce que je vais parler plus de sensations moteur. Voilà. Et alors, la 800, je suis monté dessus. C'est un 800, donc c'est un bicylindre face route de 800 cm3 et qui a un calage traditionnel. Ça veut dire qu'il a le comportement d'un bicylindre face route, tout simplement. Et personnellement, c'est une architecture moteur sans un calage particulier qui me profondément, parce que je suis obligé de le dire, je me suis ennuyé grave. Et donc je pense que cette moto, la 800, alors si vous voulez, elle a les défauts de ses qualités et vice-versa, à savoir que c'est une moto pour débuter, c'est une moto qui est effectivement, selon moi, idéale pour les petits gabarits et pour les femmes. Alors le moteur est extrêmement linéaire et peu sensationnel, c'est un peu ça qui m'a coincé. La boîte de vitesse, quick shifter, tout ça, c'est génial. C'est une moto qui roule bien, elle va bien, elle est pleine de qualité, mais c'est pas pour moi. Voilà. Il y a juste que moi, je m'ennuie profondément. Alors je suis passé à la 900. La 900, alors je suis rentré hier soir, j'ai pas encore eu le temps de plonger dans les fiches techniques, mais à l'essai, bon d'abord elle est nettement plus puissante, 15, 20 chevaux, et j'ai eu l'impression que le calage moteur était différent. Donc j'ai l'impression que c'est un moteur avec le fameux calage 70 ou 270, enfin ça modifie le caractère moteur, et j'ai trouvé ce moteur beaucoup plus agréable, plus puissant, plus sensationnel, et donc je me suis beaucoup plus amusé. Ce moteur m'a vraiment plu. Alors après, tu passes sur la 1300, et alors là, à l'instant où tu te mets sur la 1300, eh bien, il faut se rappeler que c'est sans doute une des meilleures motos du marché, et je parle de manière globale. On retrouve un moteur qui est encore plus puissant, une moto qui est un petit peu plus facile d'accès puisqu'elle s'est un peu rabaissée, elle est beaucoup plus légère. On retrouve ce fameux équilibre qui fait sa renommée. Ça veut dire que c'est une moto qui pardonne beaucoup, qui maintenant, bon, ça fait quand même 140 chevaux, donc ça pousse. Mais par contre, c'est une moto qui pardonne, on est bien, c'est pas pour rien que ça reste une des meilleures motos du marché. Et en plus, avec ce nouveau modèle, ils ont encore fait un step supplémentaire, donc la moto est encore mieux. Alors bizarrement, c'est elle qui a la boîte, je dirais, la moins... je ne vais pas dire performante, parce qu'en fait, elle est ultra précise, mais limite un peu rêche, alors que les autres sont plus souples. Le quick shifter est particulièrement bien, j'ai trouvé, sur la 900, pratiquement idem sur la 800. Rêche, c'est quand même très bruxellois, non? Rêche, on dit, oui. Je ne sais pas si c'est... Rêche. Ils disent ça vraiment, non? À Liège, on ne dit pas ça. Hein. Non. Non. Ouais, c'est bon. Bon, là, selon moi, la boîte, alors je me répète, elle est très précise, donc les rapports passent très rapidement, mais c'est vrai que la sensation, c'est un peu crack-boom, voilà, ça manque un peu de souplesse selon moi, mais voilà, une fois de plus, c'est personnel. Donc là, moi, je vous ai donné vraiment, voilà, ce que moi je pense. Je ne parle pas d'ergonomie, je ne parle pas de tout ça. Bon, moi, si je pouvais choisir de manière évidente, c'est évidemment la 1300, parce que c'est celle qui me correspond le mieux.
Et voilà, ça c'est mon avis. Ouais. Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, vous avez envie de réagir? Est-ce que vous avez des choses à compléter? Non, mon choix personnel irait vers la 1300 également, parce que ça correspond plus à l'utilisation générale que j'ai d'une moto. Ouais. Par contre, on pourrait quand même peut-être un peu parler de la concurrence, en tout cas au niveau de la 900. Ouais. J'avais essayé la nouvelle 900 de chez Triumph. Mhm. Là, on est sur un 3 cylindres et le moteur est très 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 agréable aussi, mais c'est relativement comparable comme comportement, comme équilibre de moto. C'est vraiment les deux motos qu'on va mettre sur un pied d'égalité au moment du choix. Alors bon, je crois qu'au niveau tarifaire, on doit être relativement au même niveau avec la Rallye Pro. Ouais. Et donc, voilà, je voulais juste souligner ça. Et pour revenir à la Triumph, parce que tu en parles justement, alors je reviens avec mon fameux calage, mais le 3 cylindres est calé complètement différemment de tous les autres 3 cylindres. Oui. Parce qu'ils ont voulu justement lui donner un caractère presque de bicylindre en V. Oui. Et donc une fois de plus, ces histoires de calage, on va s'y intéresser de plus en plus parce que ça permet de donner des caractères différents. Et c'est le cas, je pense, de celle-là et je pense de sa concurrente, la Triumph. Oui, je crois aussi. Oui. Et donc, je crois qu'on l'a dit, mais on le rappelle quand même, la 800 est disponible pour les permis A2, ce qui permet d'évoluer aussi avec sa moto, de l'avoir d'abord en 48 chevaux, pardon, et puis de la passer en full power, c'est-à-dire 85 chevaux. Donc 85 chevaux, 105, 142 si mes souvenirs sont bons, ou 146. Enfin, pour faire voilà, pour moi, la 800, personnellement, pour moi, c'est un moyen de transport. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Ouais. Hein, c'est qu'on ne soit pas vraiment d'accord tout le temps. C'est ça qui fait qu'il y a autant de motos et qu'on peut les choisir. Oui, voilà. Oui, c'est un peu ça. Par rapport à ça, je suis d'accord avec toi. La 800, je n'essayerais même pas de faire même un chemin de terre. Ça ne me donne pas trop confiance au niveau de l'assiette de la moto elle-même, le caractère du moteur aussi. Ça suggère plutôt une utilisation 90% routière. Oh, je suis d'accord. Et sa configuration aussi, quand on la regarde, elle est plus massive et elle donne moins de sensation de légèreté que la 900. Ça, c'est sûr et certain. Aller mettre une 1300 dans les petits chemins, il faut déjà avoir un petit peu d'expérience parce que quand ça part, ça part. Quoi. Ouais. Mais rien que comme ça, et vous le constatez certainement à l'écran, regardez les suspensions. Bon, alors ici, on est sur une fauche traditionnelle non inversée. Là, on est sur une inversée, mais regardez quand même le débattement. On peut clairement voir. D'ailleurs, là, il y a un mode enduro. Je n'ai pas eu le temps, en essayant de regarder s'il y avait un mode pour le enduro. moment, il y a deux modes sur celle-là. Il y a un mode rain et un mode road. Ouais. Pareil sur celle-ci d'origine, mais on peut lui rajouter un mode enduro et un mode dynamique pro. Tout ça est en option. Alors que sur la 1300, il y a déjà un paquet d'équipements de base. On peut les énumérer, mais on mettra ça dans la fiche technique. Mais sinon, vous allez vous référer sur le site de BMW Motorrad et vous aurez évidemment tous les détails. Moi, j'ai essayé le mode enduro sur celle-là en me demandant si ça allait désactiver l'ABS sur la roue arrière. Et non. Oui, en fait, j'aurais bien aimé. Ça lui donne une réaction différente, mais ça ne le désaccouple pas complètement. Je crois que dans le mode Enduro Pro, c'est possible. Ok. Justement. Bon, ben écoute, on va peut-être clôturer sur un dernier mot de Myriam. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire, honnêtement? Là, une chose, je peux la dire. Sous la 1300, par exemple, moi, je n'ai pas l'habitude de rouler avec des grosses motos. De cette taille-là, de ce poids-là. Même que la mienne peut être un petit 650, ça fait quand même 220 kg. Je trouve quand même que la 1300, pour la puissance, la taille, le poids, c'est quand même une moto très facile d'accès pour tout le monde. C'est devenu vraiment très facile à conduire. Je veux dire, il y a beaucoup d'assistance électronique qui pardonne beaucoup des erreurs. Là, tantôt aussi, dans un rond-point, j'ai mis une vitesse trop basse. J'aurais bloqué la roue arrière. L'ordinateur m'a signalé qu'il a fait une correction. Il m'a remis directement la deuxième, par exemple. Voilà, donc ça m'a rassuré. Au niveau conduite, je n'ai pas entendu ce qui s'est passé. Simplement, la moto a continué à faire son chemin. C'est une magicienne, en fait. Moi, j'ai surtout comme souvenir, je suis le plus petit du lot avec mon 1m72. Moi, je me rappelle qu'avec la 1250, quand je devais la déplacer à l'arrêt, c'était toute une histoire. En fait, celle-ci est beaucoup plus facile à déplacer. Ta moto, c'est un Dax, toi. On peut dire la mais l'AGS, la grande qualité de l'AGS a toujours été que
tu fais 5 mètres et après 5 mètres, c'est un vélo. T'es chez toi. Oui, voilà. Voilà, le poids a disparu et la dynamique de la moto est excellente et ça n'a pas changé, ça s'est même accentué. Disons qu'en fait, ce qui caractérise quand même la GS, c'est évidemment le guidage du train avant avec le paralever, hein, et qui maintenant, en fait, sur la 1250 avait 3 points de fixation comme toujours maintenant, mais 3 points souples, et maintenant il n'y en a plus qu'un, ce qui a rigidifié fortement le train avant, mais qui garde toute cette qualité de moto qui ne plonge pas au freinage et qui reste très très stable. Le télélever. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on vous a pas tout dit parce que ça aurait été beaucoup trop long. Mais voilà, si vous avez des questions, je vous le rappelle presque à chaque fois, n'hésitez pas, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, on est sur Facebook. Bien évidemment, c'est une chaîne YouTube avant tout, donc n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à utiliser les réseaux pour nous demander si vous avez des questions additionnelles, si vous avez des remarques. Eh bien, on est là pour ça. Je vous remercie pour l'écoute, on se revoit très bientôt et d'ici là, gaffe sur la route. Bon Thierry, les GS. Bah écoute, je dis pas que tu prêches à convaincu, mais bon, ça reste quand même des machines assez exceptionnelles. Et la 1300 est quand même encore une moto très étonnante par sa polyvalence et par ses qualités. Maintenant, je trouve la 900 super intéressante, la 800 aussi. Mais ce qui était important dans cet essai, c'était d'avoir un avis féminin. Parce qu'il faut savoir quand même que vous êtes 10-15% à représenter les spectatrices et à nous suivre et à faire partie des abonnés. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est bien d'avoir des femmes qui donnent un avis un peu différent, parce que nous, on est parfois un peu trop techniques et elles ont un peu plus de sensibilité parfois. Est-ce que les 10 à 15% de nos abonnés féminins, est-ce que c'est représentatif du marché par rapport aux acheteurs? Écoute, c'est plutôt à Jonathan de nous le dire. J'ai envie de dire que oui, c'est plus ou moins maintenant des proportions auxquelles on arrive. Ça évolue tout à fait. Les filles, il faut continuer. On voit effectivement de plus en plus la jante féminine s'intéresser aux deux roues motorisées. Et oui, c'est un plus, clairement, tout à fait. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Hein, dans la région où moi je vis, je sais qu'il y a des clubs que de filles. Et elles font des sorties tous les week-ends et elles sont des groupes de 50, 60, 80 nanas. Donc je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Moi je trouve ça très, 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 très chouette. J'étais ce week-end au World Superbike, mais on va en reparler plus tard. Et dans ce monde, même de la course, il y a énormément de femmes, j'étais très étonné. Bon, ben, on vient de terminer un comparo trail. Qu'en est-il des trails chez Yamaha? Forcément, il y a la Ténéré, la 700 qui fait un carton. Vous avez quoi d'autre? Vous avez quelque chose d'autre à proposer? Donc la 1200 Super Ténéré a disparu lors de la mise à la norme Euro 5. On n'entend rien sur un éventuel remplacement. Pour l'instant, rien, mais Yamaha est toujours discret au niveau du développement de ces véhicules. Donc on s'attend quand même à avoir un moment ou un autre un Ténéré. Je doute qu'il lâche le segment alors que le segment est en plein boom. Parce que en fait, je crois que c'est la seule grande marque à ne plus proposer un trail de grosse cylindrée. Oui, après la demande aussi, la demande est plus vers du mid-size, on le sent bien. On voit même beaucoup de possesseurs de GS qui vont vers des plus légères maintenant, pour une question de facilité ou d'utilisation simplement. C'est une machine qui est bien équilibrée et qui va plaire à beaucoup. Et en fait, on en parle depuis quelques émissions, hein, de ce retour de la moyenne cylindrée. Le downsizing. Voilà, parce qu'en fait, on se rend compte que de toute façon, 150 chevaux, pour faire quoi? Il y a des appareils photo à tous les coins de rue. C'est des motos qui forcément font 250 kg. Et donc, quand on peut avoir un trail qui va chercher 70, 80, 90, 100 chevaux avec 50 kg de moins, le bonheur, il est peut-être là. Hein.
Bon, j'embraye évidemment sur le prochain essai, qui est un trail de moyenne cylindrée. Absolument. C'est la moto Morini X-Cape 650, qui emprunte son moteur à la Kawa, enfin le 650 de chez Kawa. Oui, tout à fait. Et donc, toi, tu as essayé ça, voilà. Voilà, je l'ai essayé dernièrement, et c'est vraiment une moto qui est dans la bonne moyenne, qui va satisfaire beaucoup de monde. Elle n'a pas une spécialité particulière. C'est sûr qu'une Ténéré 700 sera meilleure en off-road. Peut-être que la X-Cape est un peu plus polyvalente. Il y a aussi une grosse différence de prix, mais on va découvrir ça ensemble. Bon, ça faisait un moment que j'avais envie de reprendre le guidon de cette moto Morini X-Cape 649. Les premières impressions lors de sa sortie m'avaient vraiment enchanté. On va voir si ça se confirme. Il y a quelques petites modifications, mais pas grand-chose, juste pour confirmer qu'on est toujours bien sur cette moto Morini motorisée par ce moteur Kawasaki 649. Allez, on fait chauffer le moteur. Bon voilà, c'est évidemment sur des petits chemins comme ceci que cette X-Cape prend toute sa valeur et toute sa dimension. Voilà, c'est semi-carrossable, on est dans des petits endroits bien sympas où cette moto ne demande qu'une chose, c'est à se trouver une petite place. Voilà, on va un peu sortir des sentiers battus. Et là, de nouveau, cette X-Cape montre tout ce potentiel. Le moteur n'est pas exagérément puissant. On retrouve toujours cette douceur qu'on avait découvert lors de la présentation initiale de cette moto. Je la trouve quand même un tout petit peu plus nerveuse, on va dire ça comme ça, par rapport à d'autres machines de la gamme Morini, comme par exemple la Sei Mezzo que nous avions aussi essayé. Elle est un poil plus coupleuse et un poil moins nerveuse. Mais c'est en fait tout ce qu'il faut pour un trail. Donc voilà, là ici on est dans quelque chose d'un peu plus défoncé. Voilà, les suspensions suivent, il n'y a pas de souci. Je reste assis bien confortablement sur la moto avec une bonne position de conduite qui est tout à fait naturelle, avec un très grand guidon qui facilitera les manœuvres en ville et évidemment les manœuvres en off-road. Alors la moto est munie en fait de pontées de guidon qui rehaussent un peu le guidon et qui permettent évidemment d'avoir une position debout que nous allons prendre ici tout de suite et qui évidemment facilite l'off-road. Le réservoir n'est pas trop large au niveau des jambes et permet de bien maintenir la moto. Sincèrement, cette petite Morini X-Cape confirme tout le bien qu'on pensait d'elle quand elle est sortie, tant au niveau de ce comportement, de sa gueule que je trouve très sympa et de son rapport qualité-prix. Quand cette Morini X-Cape est sortie, de manière unanime, la presse s'était réjouie du look de la moto, de ce côté un peu vintage, ancienne moto du Dakar. Il y avait un mélange entre le moderne et l'ancien qui avait ravi tout le monde. Bon, le plumage, évidemment, doit être égal au ramage. Et déjà, à l'époque, on avait apprécié la manière dont cette moto se comportait. D'abord animée par ce bicylindre d'origine Kawasaki, et c'est toujours le cas. On est toujours sur une modeste puissance, ok, de 60 chevaux, mais sincèrement, c'est assez pour la balade en duo et faire de l'off-road. Alors, cette machine est toujours évidemment motorisée de la même façon, comme je viens de le dire. Elle est toujours équipée de la même façon aussi, avec toujours ce bel habillage. Maintenant, il y a une édition black qui est disponible aussi. On est à 7 199 € comme prix de base pour une moto hyper complète avec un grand écran TFT et
disponible dès maintenant, mais aussi en mise à jour, la possibilité de raccorder votre smartphone via le grand écran TFT et d'obtenir en fait un affichage cartographique directement sur l'écran. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, il y a deux modes de conduite. Il y a un mode ride qui est en fait pour se mouvoir sur les routes, et puis il y a un mode off-road qui désenclenche l'ABS au niveau de l'arrière. La moto est confortable, assez basse de selle pour être accessible à tout le monde. Elle est sans concurrence dans son domaine par rapport à son prix, évidemment, parce que son comportement est hyper sain. On a du Marzocchi à l'avant, réglable. Pareil à l'arrière, on peut évidemment affiner le réglage des suspensions en fonction de sa morphologie et aussi en fonction de son style de conduite. On est sur une machine qui fait 213 kg. Ce n'est pas la plus légère de sa catégorie, mais c'est tout à fait raisonnable en fait comme poids embarqué. On a ici un pare-brise qui est réglable en hauteur, ce qui permet d'avoir une protection supplémentaire quand on est sur l'autoroute et de l'abaisser quand on est en off-road pour avoir une bonne vision sur ce qui se passe directement devant vos roues. Le passager ne sera pas en reste avec une selle large confortable avec du rembourrage et deux belles grandes poignées de maintien ici qui feront qu'il se sentira parfaitement aussi à l'aise sur cette moto. Donc voilà, toujours dans cette belle livrée. Toujours avec cette même détermination de plaire, ce côté italien, Moto Morini, très vieille marque évidemment, et je reste en fait enthousiaste au guidon de cette moto parce qu'en fait elle fera le taf pour aller au boulot. Elle sera évidemment aussi à l'aise en ville parce que son grand guidon permet d'avoir une bonne maniabilité de la moto, comme ça permettra de l'avoir également en off-road. Voilà une machine de milieu de gamme. Ça fait déjà peut-être un mois ou deux qu'on est dans le milieu de gamme, mais cette poussée de la moyenne cylindrée chez tous les constructeurs reste maintenant une évidence, et il faut se rendre compte que 1, les conditions de circulation, 2, la taxation rageuse des appareils photo en bord des routes font que on va peut-être tout doucement commencer à se limiter en puissance et juste garder l'essentiel quand on roule à moto, le plaisir. L'Universel, c'est un large choix de scooters, motos toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universel vous accueille dans ses 5 concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chênay, Herstal, Serein et Verviers. Écoute, Jonathan, il n'y a rien à faire chez Yamaha, il y a quand même un ADN très sportif, une longue histoire derrière, vous avez pas mal de sportives, alors c'est assez impressionnant quand même parce qu'on part de la 125 déjà je pense. Tout à fait. Voilà, après au-delà, vous avez une 300 aussi. Hein. Alors on a une 300, on a une R6 qui n'est plus homologuée, hein, ouais. Donc elle est toujours là mais pour la piste. On a une R7 qui est une moto pour pouvoir commencer, on va dire, ouais. Dans le segment super sport et faire un peu de piste. Et puis la fameuse R1 qui est sur sa dernière année homologuée, c'est-à-dire que les homologations, les normes Euro changent l'année prochaine, on passe sur un Euro 5+, et donc Yamaha a décidé de ne pas la faire passer à cette norme-là, mais de la conserver dans son catalogue uniquement pour les pistards. J'allais embrayer là-dessus, alors j'embraye sur deux choses. Tu n'as pas cité la R9 qui est un secret de Polichinelle, puisqu'elle était, enfin voilà, selon nous, elle existe. Et alors, j'étais assez étonné parce que j'avais même entendu qu'il était possible, alors j'ai entendu que la R9 aurait pu remplacer la R6 en championnat du monde super sport, puisque aujourd'hui, en championnat du monde super sport, tu as des 600, tu as aussi un 950 qui est la V2, tu as du 800 cm3 en 3 cylindres avec MV, du 765 avec Triumph. Oui, c'est un fameux melting pot. Ouais. Alors une fois de plus, pas plus tard qu'hier, puisque j'étais à Seine, j'ai eu l'occasion de regarder. Alors moi, je suis ce championnat et je trouve ça génial qu'ils ont réussi à relancer le super sport. Ce qui est quand même étonnant, c'est que les top pilotes, encore hier, et enfin bon, moi qui suis tout le championnat, les R6 sont tous sauf ridicules, et je dirais même qu'elles sont encore et toujours bien présentes pour gagner le championnat devant la Ducati, qui effectivement est difficile à battre.
Mais les top pilotes sont quand même toujours en R6, quoi. Donc, ouais. C'est des motos qui sont assez homogènes, Ah oui, oui, qui oui. conviennent beaucoup. Bah, j'en ai une, c'est ma deuxième moto de piste, une R6. Ouais. Et en général, quand les gens me disent « Oui, j'ai envie de commencer la piste, je voudrais quelque chose », je leur dis toujours « Prends une R6, Ouais, il y a des pièces partout. » C'est vrai, tout à fait. Et donc, voilà. Au Et bord donc- des circuits, il y a des pièces partout. Oui. Et donc, effectivement, ben, Yamaha a décidé déjà, il y a 2 ans, hein, pour la R6, de ne pas la réhomologuer. Exact. En fait, ils ne veulent tout simplement pas engager les frais nécessaires, parce que ça coûte une fortune, de passer les moteurs avec les nouvelles normes. Et la R1 va subir exactement la même contrainte, à savoir qu'on passe en Euro 5 plus pour l'année prochaine. Et donc, Yamaha conserve la R1 et la R6 au catalogue, mais non immatriculables. Donc, ce sont des motos qui sont réservées exclusivement à un usage piste. Alors, moi, j'ai une réflexion à ce sujet, c'est que je me suis toujours dit, bon, si c'est pour un usage piste, on sait très bien que de toute façon, en général, on vire l'ABS. On vire les carénages, on vire tout ça. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi le constructeur, quitte à ne pas, je vais dire, faire des motos qui sont entre guillemets immatriculables, pourquoi il ne nous les livre pas avec un poly, sans ABS et des choses comme ça, pour réduire le coût au maximum et finalement amortir les chaînes et vendre encore plus de motos, parce qu'au final, on les déshabille toutes. Qu'est-ce que tu penses ? Je crois que l'électronique fait quand même la part belle et Ouais. pour quelqu'un qui veut gagner des secondes, je pense qu'une moto avec un électronique bien réglé, ça peut faire la différence. Ah, attention, Ça peut j'ai aussi être une sécurité en plus aussi. Et, mais c'est vrai qu'on pourrait revenir à des machines beaucoup plus limite en 2 temps encore. Alors à ce moment-là, Ah ouais. avec des 250. Et ici, tu as une clientèle sportive qui t'a une demande pour ça? On a la chance d'avoir notre collègue qui fait le WBB, donc qui est un petit D'accord. championnat sport. Hein, Ouais, qui est c'est assez une chouette sympa, équipe. ouais, tout à fait. Et donc, on a une clientèle de ce fait aussi Ah oui, qui ouais, vient ouais. chez nous. Maintenant, c'est pas le gros de la clientèle, Non, ça diminue. hélas. Alors moi, Ouais. j'ai une anecdote sympa par rapport à Bâle Moto Yamaha. C'est que je roulais en 2014 et 2015, j'ai roulé pour le team le DMT 54, Oui. Dont Marc Avec de Marc Koning de- était le directeur. Malheureusement, il est décédé. C'était Et en 2014, on a gagné avec Marty de Bruyne un championnat d'endurance qui était la No Budget Cup. Oui, Donc, oui, bien sûr. C'était la No Budget Cup 1000, donc il fallait rouler avec une moto qui avait minimum 10 ans. Et en fait, moi, j'ai roulé, on a gagné le championnat avec Marty en 2014 avec une R1 de 2004. Et en fait, l'R1 venait d'ici, elle avait été entretenue ici, tout venait d'ici. Alors moi, j'avais jamais mis les pieds chez Bâle, mais j'ai gagné avec une de vos motos tout à en fait. 2014 la No Budget Cup. Marc avait fait beaucoup sur cette moto. Hein. Ouais, Je me ouh, rappelle alors qu'il avait- ça, c'est le côté drôle parce Ouais. que c'est censé être des championnats où en fait on impose des motos qui ont un certain âge. Et au final, avec un peu d'expérience, je me rends compte que plus les motos sont âgées, plus elles coûtent cher à repréparer et à faire. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est vrai que cette moto était on avait mis de l'électronique, on avait mis du traction, il y avait tout, c'était une moto fantastique. Et on a pris beaucoup de plaisir à l'époque. Ouais, c'était une belle formule, cette No Budget Cup. Ouais, On a bien rigolé avec ça. Moi, je c'est suivais vrai. ça comme photographe à l'époque. Et je me souviens avoir fait des photos avec des gars dans les box. On avait troué leurs chaussettes, tu vois, pour faire les photos, parce que c'était no budget, quoi, Ouais, tu ouais. vois, donc c'était rigolo, c'était chouette. Bon, en parlant de sportive, Oui. on passe à l'essai suivant. Oui. Donc le mois dernier, tu as été essayer les Kawasaki 500. Z500 et Ninja 500. Oui. Le mois précédent, on vous a présenté le Roadster. Et ce mois-ci, on vous présente la sportive. Et voici le sujet. Rappelez-vous, le mois dernier, on était au guidon de la Z500. Ce mois-ci, on va chevaucher sa sœur, qui est en fait la Ninja, version plus racée, plus rapide peut-être, mais en tout cas plus sportive. Plus sportive pourquoi? Rappelez-vous que sur la Z500, on avait un guidon qui était relativement haut, relativement large et qui permettait d'avoir une bonne préhension pour les évolutions en ville. Ici, on est, sur quelque chose de plus racé, de plus racing en fait, avec une paire de guidons bracelets, mais qui sont positionnés assez haut, qui ne cassent pas trop les poignets et qui ne donnent pas cette impression d'être vraiment couché sur la moto. On est dans une position semi-sportive.
Alors, est-ce un réglage de suspension ou une impression? Mais je crois que c'est vraiment un réglage de suspension. J'ai l'impression que cette moto est plus rigide, en tout cas, et s'inscrit plus facilement en courbe, en tout cas avec une meilleure rigidité et une meilleure précision que je n'ai ressenti sur la Z500. Alors, c'est une machine vraiment, vous l'avouerez comme moi, on se paye ça pour 7 199 € et on est chez Kawasaki, on est dans le green, on est sur cette moto racée, sur cette moto qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa sœur la 600, à sa sœur la 1000, et on rentre dans la famille des sportifs. Kawasaki sont les seuls un peu à proposer ce genre de machine, et on est toujours animé par le même bicylindre, ce même bicylindre réjouissant qui prend 11 000 tours minute et avec lequel on prend beaucoup de plaisir, aussi bien en bas quand on veut la rouler un peu cool, ou bien quand on veut être un peu plus sportif. Oui, donc voilà, ici on est sur la Ninja, et sur la version SE, il y a un qui passe. Donc voilà, la clé reste dans la poche, ce qui permet de ne pas l'oublier sur la moto. Voilà, changement d'ambiance évidemment au guidon de la Ninja. Les suspensions sont beaucoup plus fermes et offrent un retour d'information meilleur, plus sportif évidemment. La position en fait partie puisque on a des semi-bracelets mais qui sont placés très haut. Donc ce n'est pas une position qui est très fatigante en fait sur cette moto. Et voilà, on est évidemment un peu mieux protégé du vent puisqu'il y a un carénage avec une petite tête de fourche. Et l'ambiance est tout de suite beaucoup plus sport que sur la Z. Donc on aura vraiment deux versions, deux visages en fonction de ce que vous aimerez faire avec votre machine, un peu plus de ville ou un peu plus de petites routes. Dans les deux cas, les deux machines vont tirer leur épingle du jeu aussi bien dans un espace urbain que dans un espace plus dégagé, et en fait ça vous permettra de vous amuser en toutes circonstances avec ce moteur jouissif, vraiment. Voilà, je suis en 3 sur une épingle, hop, ça reprend sans problème. Je pourrais évidemment me dire, tiens, eh bien je vais redescendre en 2, histoire de voir comment ça se passe. Voilà, là on va monter, on prend 10 000 tours. Là on va arriver dans une épingle, on rentre la 3, on rentre la 2, et on aura évidemment une bien meilleure sortie. Voilà, hop. Ça gueule un peu, c'est très amusant. On est aidé avec un bon châssis, une tenue de route qui est vraiment assez remarquable. Et on pourrait se dire, tiens, sur une sportive comme ça, on aurait pu mettre un double disque de frein. Sincèrement, je n'en ai pas ressenti le besoin. Pourtant, à un certain moment, on était, je ne vais pas dire out of limit, mais on a roulé un peu sec. Alors, de nouveau, les impressions de conduite amusantes sur petite route, pas trop fatigante en ville. C'est vraiment un choix. Vous aurez la Z pour une utilisation peut-être plus urbaine et moins balade, et vous aurez la Ninja pour une utilisation un peu moins urbaine et peut-être plus balade. À vous de savoir ce que vous allez faire avec votre 500.
RSM Moto, c'est votre spécialiste Kawasaki en région bruxelloise. Acheter votre Kawasaki chez RSM, c'est être certain du meilleur service de la région. Oui, ben voilà pour cette Ninja. Écoute, je me suis vraiment amusé au guidon de cette moto parce que ça fait le 3e moteur qu'on essaye chez Kawasaki avec l'Eliminator, avec la Z et avec la Ninja. Ça prend 11 000 tours pour un petit bicylindre. C'est une vraie petite moto-école. Tu vois, et moi je trouve ça génial. C'est le genre de moto qu'on pourrait prendre, je sais pas moi, pour aller passer une après-midi de piste à Zolder par exemple. Tu vois, le circuit s'y prête, on va pas trop vite et on apprend. Oui, absolument. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, moto-école. Oui. Alors justement, pendant le week-end de Superbike, j'ai rencontré Heikki Sermon, qui est une vieille connaissance de l'époque où je travaillais chez Zelos. Et en fait, il est actuellement directeur de la Belgium Motorbike Academy. Et donc, en fait, on a trois pilotes belges qui participent à la Northern Talent Cup. Et qui est Talent Cup, donc c'est vraiment justement une école pour ces jeunes pilotes qui en devenir. Recherche de pépites. Oui, c'est pour essayer de les amener en Red Bull Rookies Cup et ce genre de choses. Ils roulent tous sur des Honda 250 qui sont toutes exactement les mêmes. La moto est quand même assez technique. Moi, j'étais assez étonné quand tu mets les yeux dessus, c'est quand même assez foutu. Ouais. Oui, c'est bien foutu. L'architecture moteur est complètement. En fait, ils ont pris le cylindre, ils l'ont mis complètement en arrière. En fait, c'est l'inversion de l'échappement. Donc, l'échappement sort derrière et tout ce qui est admission et tout ça vient devant. Calage pour le centrage des masses et tout ça, c'était pas mal. Moto intéressante, 250 cm3 bien évidemment. Ouais. Et donc je l'ai interviewé et je vous présente ça tout de suite. Heikki, bonjour. Bonjour Arnaud. Ravi de te retrouver ici, c'est un peu une surprise. Alors on est ici à Assen dans le cadre du World Superbike, mais aussi de la Northern Talent Cup. Et donc Heikki est responsable de la partie Belgium Motorcycle Academy. Et donc il va nous parler un petit peu de ce que représente cette académie, d'où elle vient, comment elle est née et quelle est ta place là-dedans. On a construit la Belgian Motorcycle Academy justement pour détecter des jeunes talents belges qu'on veut amener dans le championnat le plus haut possible. Pour nous, la Northern Talent Cup nous donne la possibilité de déjà rentrer dans une compétition qui est quand même déjà avec un certain niveau. Et de là, ouvre normalement une porte pour aller en Red Bull Rookies, CEV et peut-être Moto3 par après. Donc on forme en fait chez nous avec un programme sur toute une année. Avec beaucoup d'entraînement dans beaucoup de différentes disciplines, on forme les jeunes talents et comme ça on essaie de les amener dans les compétitions comme ici la Northern Talent Cup ou en supermoto aussi dans le championnat de France pour les amener le plus haut possible. Par après, on rêve aussi d'avoir des filières aussi pour des autres disciplines, mais pour l'instant on se concentre sur la vitesse et sur le supermoto. Il faut commencer quelque part, essayons de faire plus dans le futur. Oui, bien sûr. Et donc, ça s'adresse forcément à des jeunes. Et donc, au niveau âge, il y avait une tolérance, je crois que c'était 7 à 17 ? C'est bien ça. Dans la Belgian Motorcycle Academy, on accepte donc les pilotes entre 7 et 17 ans. Et ici, dans la Northern Talent Cup, c'est entre 13 et 17 ans. Donc, ça convient avec notre tranche d'âge qu'on travaille. Et les motos qu'on a ici derrière nous, en fait, c'est des pré-Moto 3, c'est bien des 250 ? Oui, c'est bien ça. Ce sont des Honda NSF 250R qui a changé aussi. Les motos de l'année passée, jusqu'ici dans la Northern Talent Cup, on a toujours roulé avec des KTM RC4R. À partir de cette année, c'est Honda qui vient dedans et on roule donc tous avec des Honda. Tout le monde avec les mêmes motos. Et ici, par exemple, sur un week-end de course comme maintenant à Assen, il y a combien de manches ? Une, deux ? C'est une manche, mais une manche existe de 2 courses. Donc en total, il y a 8 événements en fait. Donc il y a un premier test à Oeschaksleben, un test officiel. Et après ça, ils organisent 7 courses pour nous. Sur des circuits très attractifs, comme ici à Assen, comme le Sachsenring, comme le circuit de Most. Il y a vraiment des beaux circuits là-dedans aussi. Et en même temps, ça donne aussi l'opportunité pour les académiciens et les pilotes de découvrir un peu comment rouler pour un public parce que la plupart des courses se fait dans le championnat de IDM, mais il y a une course comme ici qui se fait aussi dans le championnat du monde de Superbike et on a une course au Sachsenring début juillet qui se fait ensemble avec le MotoGP. Oui, donc c'est quand même assez prestigieux. Et parlons un petit peu des petits jeunes. Aujourd'hui, tu me dis que tu en as 3, c'est bien ça ? Tu peux parler un peu de ceux-là ?
Ouais, donc on a ici nos 3 pilotes qu'on a sélectionnés pour cette année-ci. Il y a Ferre Rackers. Ferre Rackers qui a 17 ans, qui a déjà eu un wildcard dans le passé, qui s'est bien montré lors de cette course-là. En Northern Talent Cup ici. Donc il a fort roulé dans tout ce qui est petit trou, on va dire. Il se trouve dans un championnat Super Sport 300 entre-temps aussi, jusque l'année passée. Et maintenant, il est rentré chez nous parce que voilà, il a 17 ans, c'est un talent aussi. On veut lui donner l'opportunité d'agrandir et espérons qu'il sait se faire sélectionner pour aller au Red Bull Rookies Cup l'année prochaine. Deuxième pilote, on a Lorenzo Pontillo. Lorenzo Pontillo fait sa 2e année dans la catégorie vitesse, parce que l'année passée, il a commencé directement en Northern Talent Cup, parce qu'il y a quelque chose dedans, c'est un talent aussi. Il est encore en train de se développer au niveau vitesse, il vient du Supermoto aussi, mais c'est quelqu'un avec lequel on sait vraiment bien travailler et qu'on essaie aussi d'amener plus haut dans la discipline vitesse. Le 3e pilote, c'est Tom Rollin. Tom Rollin qui a fait juste le changement maintenant, qui devient aussi un pilote vitesse, qui vient du Supermoto aussi, qui a gagné le championnat de Belgique, qui fait de très bonnes prestations en Supermoto, mais il veut se diriger vers la vitesse. Et c'est aussi un garçon avec lequel on sent que tu sais bien travailler. Tu vois, ce sont des gens qui prennent des infos, qui appliquent et qui avancent. Et à propos du week-end, la manche est déjà terminée ou vous courez encore aujourd'hui? Ou vous allez courir? Il y a encore une dernière manche aujourd'hui. Ici, il faut comprendre aussi la Northern Talent Cup pendant le week-end de course avec l'IDM. C'est un peu différent parce que là, on est vraiment un peu mieux placé, on va dire. Dans le week-end, tout ce qu'on participe dans un championnat du monde, Superbike ou MotoGP, c'est un peu pour, je ne vais pas dire remplir les trous, mais bon, c'est pour ça que on roule un peu plus tard. Ce sont de longues journées pour nous parce qu'il faut attendre, on ne peut pas rouler, il n'y a pas de warm-up, il n'y a plus d'entraînement ou de qualif aujourd'hui, donc c'est juste la course ce soir. Mais voilà, de l'autre côté, ça leur entraîne aussi de vivre avec ça. Ben écoute, c'était très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Alors malheureusement, on ne pourra pas nous rester et participer à la course, mais je vous souhaite en tout cas un maximum de succès. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt pour suivre la suite. Et on affichera, vous pouvez regarder sur le lien ici en dessous, le lien qui va vers l'académie, et n'hésitez pas à visiter le site. Merci Heikki, à bientôt. Merci Arnaud, et bonne journée encore, bon amusement ici à Assen. Ben voilà un truc super intéressant, je trouve, ça fait partie du paysage. On va revenir un peu à la concession, Jonathan. Ici, on a dit qu'on était en plein centre-ville, que les mètres carrés sont chers. On le voit à la disposition de la concession. Qui dit ville, dit mobilité. Il y a plein de motos dans le showroom, mais il y a aussi plein de scooters. Ça fait aussi partie vraiment beaucoup du chiffre d'affaires, j'imagine. C'est la moitié. Ah ouais, quand même. Au moins. Ouais. Ça évolue certainement, oui, tout à fait. Sur quelle cylindrée? Ben, les 125 étant le plus accessible, c'est vrai que ouais. oui, c'est en tout cas la plus grosse vente est un scooter 125 dans la concession à près de 100 pièces. Ah ouais. Oui, tout à fait. Ça Après, m'étonne. Enfin, ça m'étonne et ça m'étonne pas, parce que c'est vrai qu'on comprend que de plus en plus de gens sont excédés par la situation en ville. Bah, il faut se balader à Bruxelles, Voilà. c'est juste infernal. Quoi. Oui, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'avant, tu pouvais acheter un scooter. Enfin, je veux dire, on a connu l'époque où on n'avait pas tout cette espèce de cursus à passer avec un, R2, ceci, cela. Avec un permis voiture, voilà. tu peux rouler en scooter. Hein. Oui, tout à fait, mais en ouais. 125. 4 heures de Ouais. formation, permis voiture depuis 2 ans, tu peux rouler en 125, Ouais. hein, tout à fait. Et les Non, vieux comme moi, pas besoin. C'est beaucoup de commuting aussi, hein, donc Ouais. c'est pas spécialement du loisir, là on est sur de l'aspect vraiment mobilité. Oui, bien sûr. Et sur Bruxelles, un 125 suffit amplement, tu vas pas aller plus vite avec une plus grosse De toute façon, c'est 30 à l'heure. on a aussi le T-Max 560 qui reste la référence. Ça reste quand même un best-seller chez vous? Oui, tout à fait. C'est un peu un véhicule iconique à l'heure actuelle de la marque. Ils ont développé le segment en 2001 C'est la... et ils commencent à... Oui, voilà, c'est la VMAX du scooter. Oui, on peut dire ça. Ça reste légendaire. Très agréable à rouler et tu prends du plaisir vraiment. Tu prends du C'est plaisir. le premier scooter où certains motards sont revenus en disant je l'ai essayé et en fait j'ai l'impression d'être sur une moto. Ouais, tout à Et au fait. niveau tarification, par exemple, à 125, maintenant, on est à... Alors, on va avoir une gamme de 125. On a une mobilité urbaine avec un tout petit 125 qui commence à 2
2500 €, un petit peu moins. Ouais, Donc ça c'est accessible, top, ouais, à fond. C'est un produit qui vient à la base de Yamaha Asia, donc un petit scooter vraiment accessible, qui consomme très peu, et vraiment pour de la mobilité urbaine. Et après on va aller chercher un petit peu la référence du segment avec le X-Max 125, Ouais. vraiment à l'inverse, où là on va aller chercher des budgets de près de 5000, 5000 et 6000. D'accord. Donc, ça, Est-ce que le Tricity a du succès chez vous? Alors le Tricity 300, tu veux dire, Oui. le tricycle accessible oui. au permis B, oui, c'est un véhicule qui marche très très bien aussi de plus en plus. Yamaha s'est fait un renom aussi avec sa gamme d'essieux, multi-essieux, pardon. Ouais. Donc il y a eu la Niken, il y a eu les plus petits Tricity, le On 300. l'a essayé, nous, et en fait, moi j'étais absolument conquis par la maniabilité et la sécurité que ça offre. Et puis le fait qu'on est sur un 300 avec un permis 125, entre guillemets. quoi. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une belle C'est parade. top, oui, hein. effectivement. Bah, ça existait déjà, hein, ça a été initié Ouais. par Piaggio à l'époque. Ouais, hein, donc, Ouais, tout mais à c'est fait, vrai oui, que, bien sûr. ils sont rentrés dans le segment du tricycle de façon un petit peu cavalière. Enfin, voilà, tu mets pas un tricycle entre les mains de quelqu'un qui a pas posé ses fesses sur un vrai deux roues. Hein. Oui, très oui, drôle. c'est un peu particulier. D'un autre côté, C'est- bon, il y a un peu plus de sécurité. Tu as fait Oui, une petite oui. parenthèse et je la prolonge à zeste sur le Niken. Oui. Moi, je suis amoureux de cette moto. J'ai trouvé ça, j'étais invité en Autriche à la présentation et j'avais trouvé ça extraordinaire. Bon, on n'en voit pas beaucoup, hein, Non, malheureusement. non, c'est exclusif, mais Yamaha fait attention au niveau de sa production. C'est Ah oui. quelque chose où on a de la chance d'avoir un constructeur qui, voilà, arrive à bien cerner le marché, à bien avoir la demande. À l'heure actuelle, c'est une machine qui est toujours en phase promotionnelle entre guillemets, puisqu'on Ouais. la voit sur les championnats cyclistes. Hein. Yamaha a partenaire maintenant avec le championnat Eh, cycliste. écoute, et on hier en va- rentrant, j'ai croisé toute l'armada des Niken qui revenaient du Liège-Bastogne-Liège Ah bah voilà, sur l'autoroute. voilà, tout à fait. Mais Ouais. donc on en voit, on en parle. Les gens qui ont les motards qui ont l'occasion de l'essayer, bah, sont en général plutôt plutôt convaincus. C'est un beau savoir-faire de Yamaha qui Ouais, est mis en ouais, ouais. œuvre. Mais on va la revoir bientôt. Oui, bah écoute, Parce que moi, je ne l'ai toujours pas essayé. Toi, il faut faire Et ça me rend fou. Ouais. Je veux essayer cette moto qui Ouais, est- écoute, c'est un ovni dans le monde. Oui, c'est oui, de Exactement haut, ça, quoi. Ouais. C'est vraiment un ovni. Mais Mais je trouve cette moto vraiment... bon, c'est particulier au niveau du look. Hein. On est un peu- bah, c'est ça qui fait Ouais. un petit peu le frein, c'est que Ouais. c'est plus un deux roues. Ouais. Et pour Une les moto, c'est un deux motards, roues. les motards se disent, ah bah, je suis plus un motard parce que je roule Ah, là-dessus. écoute, voilà. ouais. Mais parce que c'est vrai que je ceux qui crois- roulent, Je crois que le sont, principal problème, c'est sa largeur. Parce que un 3 roues, je crois que globalement, le 3 roues est rentré dans les mœurs. Mais le fait que, entre guillemets, on ne sache pas passer entre deux bagnoles. on sait passer entre deux voitures. Oui, la oui, la mais largeur retour Tu sais reste au quoi guidon. Je retiens ta remarque. Ouais. Et on en reparle quand tu l'auras essayé. Parce que quand tu es au guidon du Niken, Ouais. la carrosserie est tellement enveloppante qu'en Ouais. fait, tu ne vois pas que tu as deux roues. Ouais. Et donc, tu l'oublies. Ouais. Parce que contrairement à un scooter, un Niken, si tu la mets pas sur la béquille, tu la lâches, elle tombe. Hein. Mhm. Donc, c'est une moto, en fait. Ouais, ouais. Tout à fait, c'est une vraie moto. Ouais. Enfin, de toute façon, apparemment, quand il y a les rétroviseurs, quand tu es sur les fils, il suffit de passer en wheeling et ça passe au-dessus des Ça passe, ouais, Ouais. ça passe pas mal. Ça, c'est la solution. Bon, allez, on a parlé beaucoup de moyenne cylindrée. Ouais, On va aller dans l'autre sens. ouais. On va aller parler grosse gamme. Oui, boum, boum, boum. Pom, pom, pom. Pom, 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 effectivement. Ben oui, tu as de nouveau fait un essai Harley-Davidson. Ouais. Alors Avec, bon, c'est la Street Glide. hein. La Street Glide, Ok. la Street Glide 2024, Ouais, avec quelques modifications qui en fait sont tout à fait perceptibles d'entrée de jeu. On va découvrir l'essai ensemble. Et je le dis dans l'essai, en fait, même si c'est pas ma cam d'origine, la Harley, eh bien, je me dis qu'au fil du temps, franchement, ils augmentent le plaisir de conduire général d'une moto, parce qu'une Harley, ça reste quand même toujours particulier. ouais. Et moi, j'ai pris mon pied avec cette moto Ouais. vraiment bien. Et je... J'ai profité d'une petite fenêtre météo où il Ouais. faisait... Enfin, il pleuvait pas, voilà, Ouais, tout ouais. simplement. Et on va voir cette moto dans une livrée que moi, j'adore. These days, I'm out of my mind. My peace is getting harder to find. One look inside of my soul, and I'm caught
Bon, avouez comme moi que cette Street Glide 2024 a quand même une sacrée gueule. Moi j'adore cette couleur basique, un peu après-guerre, pas de métallisé, pas de fioriture, pas de filet, pas de flamme, une peinture unique. Et je trouve ça assez génial. Très très belle finition. Alors quoi de neuf sur cette Street Glide 2024? Ben, en fait pas mal de choses. On est toujours sur le 117 de chez Harley-Davidson, c'est-à-dire 1925 cm3. On est à 105 chevaux, on est à 365 kg en ordre de marche, mais on a surtout gagné. On a surtout gagné, en fait, c'est quelque chose qui vous saute aux yeux directement. Dès la mise en route, on a gagné en maniabilité. Le confort est toujours royal, en tout cas pour le pilote, avec une selle sur laquelle on est très très bien appuyé, qui est moelleuse, c'est un grand guidon, des grosses poignées qui filtrent bien les quand même vibrations de cet énorme bicylindre. Et en fait, à son guidon, on retrouve tout le plaisir de la street, mais avec un peu plus de facilité. Facilités qui sont données par quoi? Par d'abord cet énorme écran TFT qui est configurable en fait en mode sport, en mode touring, et qui vous permet d'avoir un affichage de GPS géant. Et donc ça, c'est vraiment d'un grand confort quand on est en balade. GPS très réactif qui fonctionne très très bien. Il y a quelques modifications au niveau des commandes, on a un peu inversé le tout. C'est un peu compliqué au début, mais quand c'est sa moto, évidemment, bien écoutez, après une semaine, on n'en parle plus, on a assimilé le mode d'emploi et l'accès à tous les différents modes. Alors en parlant de mode, celle-ci en est pourvue de 3, plutôt de 4. Il y a un mode pluie, il y a un mode route, il y a un mode sport, et il y a un mode qui est paramétrable selon vos envies. Alors, très très bonne protection, avec la possibilité d'avoir une ouïe qui vous permet d'avoir une arrivée d'air frais pour les jours de grande chaleur. On en est loin depuis un moment. Cette moto a gagné 8 kg par rapport à la précédente. Vous me direz, sur une masse pareille, c'est pas énorme, mais je crois quand même qu'on le sent. La moto est vraiment stable et maniable. Les ronds-points se prennent facilement. Les changements d'angle en ville, à un feu rouge ou des choses comme ça. Franchement, la moto est vraiment agréable et ne donne pas de sueur froide quand on est à de basses vitesses. Elle est suffisamment basse de selle pour que pratiquement tous les pilotes aient vraiment bien les pieds par terre. Confort royal évidemment avec les pose-pieds qui sont des marche-pieds. Pose-pied pour le passager. Il est évident que si on se consacre à un utilisage du haut, on aménagera quelque peu cet espace passager qu'il faut quand même souligner est doté d'une selle très très souple et très confortable. On offrira à madame un petit sissi-bar pour pouvoir se poser gentiment. Voilà une Street Glide 2024 qui en fait allez, c'est encore un plus, parce que c'était quand même cette Street déjà une sacrée bécane. C'est une de mes préférées dans la gamme Touring, parce que j'aime bien sa gueule. Là maintenant, on a incorporé des LED, comme vous voyez ici à l'avant. Même chose à l'arrière, mais ça lui donne une sacrée belle finition. Finition qui est à la hauteur à tous les étages, on peut regarder vraiment, on est au 2.0, au 3.0 chez Harley-Davidson, on a vraiment fait un effort à ce sujet, et on peut regarder ici les petites lèvres en caoutchouc qui viennent épouser la petite console centrale qui est sur le réservoir, la finition des matériaux, les coutures de la selle, tout ça est vraiment de très 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 bonne facture. Vous allez me dire, ok, heureusement, parce qu'on est quand même à un tarif de base de 31 995 €. À ce prix-là, on s'attend évidemment à avoir un peu de qualité, et on l'a. Alors, en termes d'équipement de sécurité, eh bien, en fait, on a évidemment l'ABS, on a l'ABS en courbe, on a de l'anti-patinage. Voilà une machine qui répond évidemment à tous les critères de la machine moderne qu'on peut attendre d'une moto qui vous emmènera loin et longtemps, parce que ce bicylindre et à 120 km/h en 6e vitesse, c'est bien en fait cette moto ronronne comme un gros chat sur les autoroutes ou les highways. Donc voilà, une super bécane, vraiment. On n'a pas besoin de faire 200 km sur une moto pour se rendre compte que 1, elle a bien évolué, 2, qu'elle est agréable, qu'elle ne dégage pas de défauts majeurs. Vraiment une bonne moto. Alors on est dans un monde particulier, on est chez Harley, on est dans du volume, on est dans du chrome, on est un peu dans le clinquant. Mais à côté de ça, ces machines ont vraiment une belle personnalité, elles ont une âme. Et même si c'est pas franchement mon
Mon attente première d'une moto, je dois quand même bien avouer que au fil des essais réalisés chez Harley-Davidson depuis les années, je prends quand même un peu plus de plaisir ou de plus en plus de plaisir au guidon de ces machines. Alors vous allez me dire, ben, je crois que le vieux Che il vieillit, peut-être, peut-être, mais je crois aussi que la qualité des motos est en train vraiment de monter en puissance et elle donne tout ce qu'on attend d'une balade en 2 roues et je ne le répéterai jamais assez, c'est du plaisir. These moments keep on seeing the lead. I'm begging, don't give up on me. Don't give up on me. Let my love be seen. I'd give anything. Running around, I'm letting you down, but don't give up on me. Don't give up on me. Let my love be seen. I'd give anything. Time and again, I'm down and I'm begging, don't give up on me. Bon, ben voilà, en fait, pour cette Harley Davidson Street Glide, on aura l'occasion d'essayer encore une Harley le mois prochain, je crois, et sur toutes les nouveautés 2024, mais sincèrement, moi, j'ai pris mon pied, et celle-là, dans cette couleur, je la trouve magnifique. Oui. Ben, je dois avouer, ben alors, vous vous en doutez, je n'ai pas tout à fait l'ADN Harley, enfin je ne l'avais pas, et j'ai eu l'occasion d'essayer, notamment l'année passée, durant le Bikers Festival. Donc pour rappel, le Bikers Festival est donc organisé à Francorchamps chaque année depuis 1 an, et donc il y a plus de 120 motos qui sont à l'essai. Ouais, ça c'est top. Et donc vous pouvez réserver les essais, 120 motos à l'essai, rendez-vous compte, dans la région de Francorchamps. Donc en plus je suis ouvreur de la balade, donc si vous voulez que Et puis on se rencontre, et puis c'est sympa. votre humble serviteur vous guide l'espace d'une petite balade, c'est l'occasion de venir. Et oui, donc, et puis en fait, on n'arrête pas de dire à la fin de chaque essai, ben, écoutez, allez essayer les motos qu'on vous présente. Ça, c'est la bonne occasion pour, en une journée, faire 3, 4, 5, 6 essais de motos différentes et de vous faire une idée, parce qu'il n'y a rien à faire, une moto, ça s'essaye. Oui, absolument. Et moi, donc, j'étais justement tombé sur 3 Harley différentes. Ouais. Alors, j'avoue que je suis un petit peu teubé dans le jargon par rapport au cylindré, je comprends rien. La gamme me paraît... Oui, c'est un peu compliqué. Oui, je dois avouer que je m'en sors pas très bien. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai fait rouler et j'ai été très étonné. Et puis, effectivement, le plaisir est vraiment au rendez-vous, mais c'est un plaisir différent. Oui, voilà, c'est autre chose. Voilà, c'est tout simplement autre chose, mais c'est super gai. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec ce que devient le réseau routier, j'ai envie de dire que c'est plutôt cohérent. Oui, absolument. On parle un peu d'actu ? Ben non, peut-être. Bon, c'est parti pour l'actu. C'est dans leurs installations de Bornem que BMW Belux a présenté le 9 avril dernier, en avant-première pour la Belgique, la toute nouvelle BMW S1000 XR. Un modèle qui sera à l'essai très bientôt dans le magazine. Le Royal Union Motor entre Sambre et Meuse poursuit son développement et l'expansion de son pôle multifonctionnel qui prendra désormais le nom de Mété Expérience. Mété XP s'articule désormais autour de 2 zones distinctes tournées vers la formation et la sécurité. Tout d'abord, le tracé historique, le circuit Jules Tacheny assure la continuité de ses activités allant de la moto à la voiture en passant par le vélo. Il y a ensuite la Training Zone réservée à l'apprentissage et au perfectionnement grâce à des ateliers pour tous les niveaux. Cette nouvelle initiative permet ainsi à Mété XP d'ouvrir ses portes tant aux passionnés de sport mécanique qu'au grand public désireux d'approfondir ses compétences et ses connaissances en termes de mobilité. Yamaha a été sacré au Red Dot Award 2024 pour la conception de sa nouvelle MT-09 et de son X-Max 300.
Et c'est aussi le cas de CF Moto qui a reçu son premier Red Dot Award pour le design de sa très réussie 800NK. Le Red Dot Design Award est un prix international de design de produits et de design de communication attribué par le Designzentrum Nordrhein-Westfalen à Essen en Allemagne. L'importateur Motomundo représentera une nouvelle marque haut de gamme pour le Benelux, QJ Motor. Fondé en 1985, QJ Motor est l'un des plus grands fabricants de motos avec plus d'1 million d'unités produites annuellement. Grâce à des composants de haute qualité et à un ADN sportif, chaque modèle de la large gamme QJ Motor se révèle particulièrement attractif et compétitif. La marque ne passe pas inaperçue sur la piste puisqu'elle est présente sur le plateau Moto 3 et Moto 2 ainsi qu'en World Supersport depuis cette année. Nous aurons la chance d'assister le mois prochain à la présentation de la gamme. Les premiers modèles seront disponibles en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas dès ce mois de juin 2024. Rieju présente de nouveaux coloris pour sa MRT50. En effet, les variantes MRT50 Supermotard et MRT50 Off-Road sont désormais disponibles dans de nouvelles livrées rafraîchissantes qui rendent ce modèle encore plus attrayant. Avec ces nouvelles couleurs, Rieju apporte une bouffée d'air frais au segment des motos de petite cylindrée en mettant l'accent à la fois sur l'esthétique et sur la performance. Ces nouvelles livrées ne manqueront pas d'attirer l'attention des passionnés de motos légères et maniables et des aventuriers avides de tout terrain. Ces deux modèles sont également disponibles en version de base et en version pro. Bimota, légendaire constructeur italien de motos, va faire son grand retour dans le championnat World Superbike en 2025, sous le nom de Bimota by Kawasaki Racing Team. Pour la saison 2025, Bimota va collaborer avec Kawasaki dans le cadre d'une joint venture qui développera une moto à châssis Bimota et moteur Kawasaki ainsi que la technologie associée. Kawasaki va transférer son programme racing, y compris une grande partie du personnel de l'équipe actuelle chez Bimota. Ce transfert marque une étape importante dans l'histoire de l'équipe de course Kawasaki, après près de 4 décennies de présence dans la plus importante catégorie de course mondiale pour les motos de série. Et enfin, il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire au Yamaha Experience Days, qui auront lieu à Mété le 3 mai 2024 et sur le circuit d'Assen aux Pays-Bas le 17 mai 2024. L'occasion de passer une journée inoubliable pour tous les fans de la marque. Les Yamaha Experience Days sont gratuits pour tous, la participation au Demo Ride Tour, à l'e-Bike Experience et au Ténéré Tour est gratuite. Mais les places sont limitées, alors réservez vite votre place et votre moto dès à présent. Toutes les infos sur www.yamaha-motor.eu. Bon Arnaud, il serait peut-être temps de parler un peu des bruits de paddock. Un peu. Ben oui, beaucoup même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, fait exceptionnel, j'ai envie de dire. Alex et moi étions ce week-end au World Superbike. On avait été invités par BMW Benelux qui nous a invités à participer à ce week-end de course à Assen. Et donc on a pu rentrer vraiment dans l'équipe Rocket BMW. C'est ce qui n'est pas une mince affaire avec la Dorna. Non, effectivement, travailler avec la Dorna est un peu particulier. Enfin, je pense qu'il y a, voilà, il faut respecter certaines choses Bien sûr. qui sont pas toujours faciles à respecter. Ça, c'est un autre sujet. Mais on a passé un week-end exceptionnel à Assen. Alors, comme ceux qui l'ont vu, les conditions de piste étaient changeantes. Alors c'était exactement la météo la pire possible. Donc averse, séchant, averse, séchant, averse. Enfin bref, les équipes étaient terrorisées par la météo. Il y a eu des rebondissements fous, à savoir que eh bien, celui qui a gagné la première manche, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais enfin, donc il y a un wild card qui est venu pour remplacer Petrucci qui est tombé en motocross. Et Petrucci en motocross s'est fait très mal. Il s'est cassé des dents, il s'est cassé l'omoplate, des vertèbres, enfin il s'est fait mal. Et donc au pied levé, 3 jours avant, ils ont appelé un pilote italien, quasiment inconnu, Nicola Spinelli. Et donc, au début de la course, il part, et en fait, justement, on est dans des conditions changeantes, mais la piste est mouillée, avec quelques traces sèches. Et donc, la plupart des pilotes ont choisi l'option, à savoir que à Assen, comme c'est plat, il y a pas mal de vent, et donc ça sèche assez facilement. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, la piste sèche. Et en fait, Spinelli est parti avec des pneus pluie.
Et donc, il est parti comme une balle. Les autres étaient en slick, donc ils attendaient que ça sèche et ils sont partis doucement. Donc, à un moment, il a pris jusqu'à 23 secondes d'avance. Donc, Spinelli, un inconnu au bataillon. Hein, donc, voilà. Et pour finir, ben, ça commence à sécher. Donc, on voit que les pilotes commencent à aller de plus en plus vite. Et puis, on voit son avance qui fond. Et on se dit, bon, bah, c'est fini, il va se faire bouffer tout cru. Et gros coup de bol pour lui. Et pas de bol pour Locatelli. Locatelli casse son moteur à 7 tours de la fin. Et c'est drapeau rouge. Mais comme la durée de la course est suffisamment longue, la course est déclarée finie. Et en fait, c'est Spinelli qui gagne la première manche. Donc le gars, il se pointe pour la première fois dans le paddock Superbike. Il arrive direct et il gagne. Voilà. Alors j'ai une photo avec lui. Alors sachez que ce sujet, on va faire un sujet hors série avec ce week-end parce qu'il y avait vraiment trop de choses à dire. Parce que vous avez fait des interviews assez incroyables. Ouais, moi on a eu l'occasion d'interviewer Toprak Razgatlioglu, son coéquipier Michael van der Mark, qui est hollandais, donc il était à la maison, tous les deux coéquipiers chez BMW Rocket. Et donc on a décidé de faire un numéro hors série comme on avait fait avec le numéro de Chimay pour vous présenter ça parce que ça a été vraiment un week-end exceptionnel. On a vécu des grands moments et effectivement on a quelques surprises à vous présenter, de même qu'un t-shirt Rocket BMW signé par Toprak et Van der Mark, mais qui sera mis, je vais dire, en concours. Aux enchères, les gars. Oui, non. Ça fera l'objet d'un concours qu'on va lancer le mois prochain. Parce que, et j'en profite qu'on a les bruits de paddock, on va mettre à partir de la semaine prochaine un concours en ligne. Alors c'est un concours qui va vous permettre de gagner 10 places pour assister aux 8 heures de Spa, 8 heures moto de Spa, donc manche du championnat du monde d'endurance, qui était de 24 heures l'année passée. Alors le format a nécessité qui s'adapte, et ce sera 8 heures cette année. C'est les 10 et 11 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et nous avons 10 places à vous distribuer, et donc nous allons mettre ce concours en place. Sachez que pour pouvoir participer à ce concours, vous devrez être forcément abonné à notre compte YouTube, à notre compte Instagram et notre compte Facebook. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. Alors pour revenir au bruit de paddock, bon, bah, le week-end a été exceptionnel. Razgatlioglu a gagné pour la première fois en course 2. Donc BM a gagné à Assen, chose qui n'était jamais arrivée. Je me demande même, oui, je crois même que lui-même n'avait jamais gagné à Assen, ce qui était déjà exceptionnel. Alors, c'est vrai que la course de hier matin, c'était la sprint. Là, il s'est complètement raté parce qu'il a fait un mauvais choix de pneus. Et c'était un peu la clé du week-end. C'était qu'en fait, avec des conditions pareilles, il fallait choisir les bons pneus. Et en fait, pour la Super Pole, il est parti avec un pneu qui s'est détruit beaucoup trop vite. Les conditions étaient humides et asséchants. Mais enfin, voilà, il a terminé 9e. Je crois que c'est son plus mauvais résultat depuis une éternité. Et Van der Mark s'est bien battu, mais enfin voilà, vous aurez plus de résultats du Superbike dans leur série qui devrait sortir d'ici 15 jours. Il y a eu, ce week-end, il y avait aussi quoi ? Ce week-end, il y avait les 24 heures. Les 24 heures du Mans, qui reste quand même un monument. Un monument de la moto. Ouais. C'est donc le CERT, qui n'est plus le CERT, enfin si, c'est toujours le CERT. Le nom officiel de cette équipe, c'est Yoshimura CERT Endurance ou quelque chose comme ça. Mais donc, ça veut dire que le nom de Suzuki n'apparaît pas. Et c'est normal, puisqu'en fait, la Suzuki n'existe plus. Ouais. Enfin, ça, c'est pour... ceci dit, il y a quand même eu une grosse polémique avec la Suzuki. Je t'écoute. En fait, il y a eu une sortie de route, et en fait, qui s'est produite, si mes souvenirs sont bons, juste après la rentrée dans les stands. Et le pilote est remonté sur sa moto et est parti en sens inverse pour rentrer dans les stands. Ce qui est totalement interdit. Ce qui est totalement interdit et qui, en général, équivaut à une mise hors course. Ouais. Et il a eu juste un passage dans les stands. Donc, ça a gueulé un peu partout, ce que je trouve normal. Ouais. Parce que, la Yoshimura je ne suis pas certain que ce soit elle, parce que, écoute, nous, on était aussi en week-end. Il y en a que deux. En fait, il y a la 72. En fait, si tu veux, il y a le Junior Team, qui a toujours été le Team 2, Team... truc, écoute, à mon avis, oui, c'est celle-là, parce qu'on le suivait de loin sur les écrans, mais on était au week-end de course, donc on regardait ça sur le côté. Moi, j'ai fait la même chose. Mais bon, voilà. Mais ça restait... voilà. Les 24 heures du Mans, ça reste quand même un monument assez incroyable. BMW a quand même mené la danse pendant un moment donné. Alors, ce que moi je retiens de cette course, c'est que tout le monde est tombé dans les top teams. Okay.
tout le monde est tombé, y compris le CERT. Alors la R1 numéro 1, donc qui est championne en titre de l'année passée, donc le Yacht, a mené aussi et tenait un rythme complètement fou. Tout le monde s'est demandé d'où il sortait un rythme pareil et tout le monde s'est dit c'est plié. Sauf que le Yacht a chuté, mais ils ont fait une chute qui a vraiment nécessité un peu plus de boulot. Je crois que j'ai vu rentrer la moto au stand. Oui, elle était décomposée. Quoi. Et puis en deuxième, c'est la 37. Donc je vous rappelle que la 37, c'est quand même une moto belgo-belge. Enfin, c'est un team, c'est un team belge, c'est tout simplement Werner Damen, qu'on connaît, chez qui on avait déjà été, voilà. Et donc, avec tout un team belge. Alors, c'est vrai que les pilotes, ça c'est un peu plus international, mais ils ont fait un très beau résultat aussi. Et puis, c'est quand même le Yacht qui a terminé en 3e position. Donc, ils ont fait une remontée de malade. Encore une belle édition, quoi. Ouais, une belle édition. Au niveau GP, on fait un tout petit mot. Écoute, oui, parce que quel début de saison de fou. Oui, alors c'est juste exceptionnel parce que ce qu'on vit, c'est vraiment. Austin, ça a encore été un truc de dingue, quoi. Austin, la course était juste exceptionnelle. Enfin, les courses ont été exceptionnelles. Mais Vinales, sur le sprint, il a marqué le coup d'entrée de jeu, il est parti devant, on l'a plus jamais revu. Ouais. Par contre, il se loupe complètement au départ du GP, il est 6 ou 7, il gagne. Ouais. Mais de nouveau, là, on a une bagarre, on a de nouveau un Acosta qui est. Ouais. Acosta reste. C'est le phénomène. En fait, les deux phénomènes, selon moi, pour actuel, c'est forcément Acosta qui arrive et qui bouscule tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Il est deuxième, donc je veux dire, voilà. Et il est censé être sur un team, Gas qui est le team numéro 2. Donc ça promet. Et alors, ça reste un phénomène, mais depuis toujours. C'est aussi, c'est le cas Marquez. Qui lui aussi roule devant et qui a failli terminer premier Ducati quand même. Oui, qui tombe pour un problème technique apparemment, qui a l'air d'être confirmé par son team mécanique. Et on entend quand même depuis, si je me trompe, tu me le dis, mais depuis le week-end d'Austin, on entend quand même pas mal de bruit chez Ducati sur le fait de se dire est-ce qu'on a fait un bon choix de laisser un Marquez avec une 2023 est-ce qu'il ne serait pas mieux sur une 2024 Enfin voilà, ça c'est les deux phénomènes. Les autres restent égaux à eux-mêmes. Alors on note quand même Bastianini qui termine 3e et qui fait un beau résultat et qui a chaud à son cuir parce qu'il sait très bien qu'il est sur un siège éjectable et que c'est résultat ou c'est 4. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde le veut, son siège. Alors on sait que de toute façon, celui de Pecco Bagnaia, lui, est assuré puisqu'il vient de re-signer pour 2 ans. Par contre, lui, il est un peu en délicatesse quand même. Mais bon, actuellement, c'est le jeu des chaises musicales, au niveau actuellement, en termes de management, le nombre de centaines d'emails et de propositions qui doivent fuser dans tous les sens, ça doit être juste complètement dingue. Alors on s'en rend pas compte, mais là, ça se joue maintenant, et pratiquement tout le monde doit renouveler ses contrats. Alors Quartararo vient de le faire, avec grosse polémique aussi. Bon, moi je comprends, moi je pense qu'il a fait un bon choix. Alors évidemment, tout le monde veut gagner, mais au final, il n'y a toujours qu'un seul gagnant. Oui, et puis ça reste compliqué pour les deux équipes japonaises. On voit bien avec Yamaha et Honda, on a le pauvre Zarco là, qui est complètement dépité et qui ne parvient pas à faire aller cette moto. Bon, on espère pour eux qu'ils trouveront des solutions parce que la saison est encore longue, mais c'est un peu la descente aux enfers. Oui, mais pour conforter le choix de Quartararo, moi je dirais qu'il faut se rappeler quand même d'un temps pas si lointain où Ducati était à la ramasse totale. Notre ami, le pilote qui s'est aussi cassé la figure en motocross la semaine passée, Dovizioso, eh bien Dovizioso, il a fait exactement ce que font Marini et Quartararo aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a signé dans une usine qui ne gagnait pas, qui avait des concessions, et puis il a été 2 fois ou 3 fois vice-champion du monde. Alors certes, il est tombé sur un Marc Marquez, ça c'est évidemment pas de bol, mais il aurait pu être aisément champion du monde. Mais il a pris le pari de développer une moto et de rester fidèle à sa marque et de continuer. Et donc je pense qu'il faut arrêter de... Alors oui, si tout le monde raisonne à juste 1 an, l'année prochaine je vais être champion du monde, alors même si je comprends... il faut savoir développer une moto et aussi se donner les chances de pouvoir faire évoluer une moto. Absolument. Et pour conclure, je dirais plutôt que moi je suis assez admiratif de la décision de Quarta parce qu'en fait il a dit j'ai été champion du monde avec cette moto, ils m'ont permis d'y arriver et je dois continuer à me battre avec eux pour faire évoluer la moto et je trouve ça une très belle mentalité. Tout à fait. Alors certes il y a un beau chèque à la clé.
Ça fait polémique. Alors, bon, il y a 20 ans, Rossi gagnait la même chose, ça faisait pas polémique. Marquez a signé le plus gros contrat de l'histoire du MotoGP en gagnant ça tous les ans pendant 4 ou 5 ans. On est encore loin des joueurs de foot, hein, donc Oui, on va oui, arrêter avec le pognon. Oui, c'est mais bon. voilà, je pense qu'il faut surtout arrêter la polémique de l'argent et Ouais. du choix de l'argent. Il a fait, voilà, c'est un choix qui comprend les deux et je le comprends très bien, mais voilà, c'était Super. terminé. Ben écoute, merci Arnaud. On se retrouve pour les bruits de paddock évidemment le mois prochain. Oui, alors est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un dernier petit concours? Ben écoute, voilà une idée qu'elle est bonne. Alors, on vous donne la possibilité, ça va apparaître la semaine prochaine, une fois de plus sur les réseaux sociaux, donc soyez inscrits à YouTube, Facebook et Instagram. Nous allons mettre un bouquin Kawasaki comme lot. Et c'est en fait, si je dis pas de bêtises, c'est les 50 ans de la Z. Hein. C'est l'histoire de la Z. Ouais. Donc en fait, la Z900 qui est sortie en 1972 Ouais. jusqu'à nos jours, puisque la Z500 était à l'essai le mois dernier. Donc c'est une longue lignée et c'est un bouquin très bien fait. Vous allez en voir ici quelques images et qui retrace un peu l'épopée de la Z. Bouquin qui n'est pas trouvable dans le commerce et qu'on a la joie de vous offrir. Voilà, restez attentifs, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On passe à... On passe à rien du tout, On Fieu. passe à rien du tout. Bon, messieurs, ben, écoutez, c'était un plaisir. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain. Encore une courte émission, hein. Oui, bon, elles sont de plus en plus courtes, n'est-ce pas hein. Mais bon, voilà. Je vous rappelle que sur YouTube, vous avez l'occasion de regarder l'émission qui est sectorisée, donc beaucoup plus facile à regarder, beaucoup plus agréable si vous voulez revenir, retrouver un essai, ce genre de choses. Donc, je vous invite à vous abonner de toute façon aussi sur YouTube si vous ne l'êtes pas déjà. On se retrouve dans un mois et d'ici là, Gaffe sur la route. À l'Universel. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Aouan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers. Venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock. Motostore, c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. Venez découvrir nos nombreux 2 roues de stock. Nouveauté, découvrez notre concession moto Honda, Motostore Condro, route du Condro 10 à 45-50 Nandrin, près du célèbre rond-point des Vaches.